Le burn-out professionnel a fait son entrée fracassante dans nos vies, laissant sur le carreau bon nombre d'adultes surmenés à bout. Un mal qui touche aussi nos enfants, nos adolescents. Et pour décrypter ce qui se joue derrière cet épuisement, je reçois aujourd'hui Béatrice Millettre, docteur en psychologie, spécialiste en sciences cognitives et psychothérapeute. Bienvenue Béatrice. Merci, bonjour. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez mis un mot sur ce phénomène de burn-out des enfants? C'était il y a quelques années déjà et effectivement, jusqu'à présent, je recevais des jeunes, des ados, des enfants, des familles et puis, d'un coup, c'était il y a 6 ou 7 ans, j'en ai reçu beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup et donc auparavant, on parlait du stress des enfants, on disait qu'ils étaient vraiment très, très stressés et puis là, ils ont commencé à craquer. Ils ont commencé tous à faire enfin, c'était exactement le burn-out, le même que chez les adultes. Ils ont commencé à craquer et à ce moment-là, oui, j'ai utilisé le burn-out pour les enfants. Ce qu'on n'utilisait pas du tout à ce moment-là encore. On utilise ce terme-là depuis l'introduction, vous l'avez utilisé dans votre présentation, burn-out. C'est un terme emprunté au monde du travail, alors comment on pourrait le définir pour les adolescents et pour les enfants? Alors oui, c'est un terme qui est emprunté au monde du travail et on parle d'épuisement nerveux professionnel, en fait, en français, plus que burn-out et c'est exactement la même histoire. On a exactement les mêmes manifestations, un peu les mêmes causes, les mêmes symptomatologies et pourquoi on peut parler de burn-out? Parce que pour les jeunes, sachant que c'est professionnel normalement, parce que finalement, leur vie d'enfant à l'école, c'est on leur demande de faire leur métier d'enfant, leur métier d'élève et donc ils ont cette même pression même s'ils devraient pouvoir jouer et pas toujours être soumis à cette pression. Mais on retrouve exactement les mêmes, manifestations, les mêmes causes, les mêmes symptômes que chez les adultes. Et on les déroulera hein, tout au long de notre échange. Je retiens une chose là de votre définition, c'est la pression et qu'on va retrouver tout au long, je pense, de notre échange. Est-ce qu'on a des données épidémiologiques sur le burn-out des enfants et des adolescents? On n'a pas des données épidémiologiques uniquement sur le burn-out des enfants et des adolescents. On a une étude de l'UNESCO qui qui est régulière, hein, qui je sais plus si c'est tous les 4, 5 ans, enfin périodiquement, ils font une étude sur le bien-être et la santé mentale des jeunes et donc la dernière étude nous disait qu'on avait 40 des jeunes qui allaient mal. Donc toute symptomatologie confondue, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc aussi bien la dépression, les tentatives de suicide, les troubles du comportement alimentaire, enfin tout ce qu'on veut. Mais donc globalement, on a un jeune sur 2 qui va mal et ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que les chiffres sont encore plus élevés que ça. Il y a qu'à voir chaque fois qu'on parle à des enseignants, à des professionnels de l'éducation, j'ai envie de dire, des chefs d'établissement ou peu importe, et quand je dis: «Mais vos ados, ils vont mal», ils me disent: «Ah mais oui, à qui le dites-vous? On le sait bien tous». Tout le monde le sait, tout le monde le sait et donc je pense que les chiffres sont bien au-delà de 40. À ce stade, une question, très naïve, c'est que c'est vrai que le souci du bien-être de nos jeunes est quelque chose de nouveau dans l'histoire de notre, humanité et peut-être des statistiques. Alors est-ce que c'est ce chiffre, à votre connaissance de l'histoire de notre société est quelque chose qui est vraiment en énorme augmentation ou c'est parce que on s'intéresse et donc finalement qu'on note à quel point il est difficile d'être, jeune, voilà. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Alors moi, j'ai des éléments de réponse, j'ai envie de dire, j'ai réfléchi à la question et pas toute seule d'ailleurs. Je pense que c'est une question aussi et tout l'ensemble, les raisons aussi du burn-out, hein, sont une question de société aussi, donc c'est tout à fait juste. Avant, on s'autorisait pas à avoir des enfants, comment dire ça? Qui étaient des êtres humains à part entière, qui avaient le droit de réfléchir. Ils a Au siècle, au 19e siècle, ils enfin voilà, ils avaient le droit de faire ce qu'on leur disait et puis c'est tout. Donc ils n'avaient pas le droit de parler, ils n'avaient pas le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, on est dans une époque, je dirais même pas où on parle de bien-être des enfants, bien sûr on parle du bien-être, mais on parle d'enfants, d'adolescents, de jeunes qui sont des êtres humains à part entière, avec leur individualité et on est là pour les aider à épanouir leur propre personnalité. Je crois que c'est ça le changement qui est magnifique, hein, mais qui en même temps a des contreparties, qui est que tous nos jeunes, on les considère comme des êtres humains qu'il faut accompagner
dans leur personnalité propre et pas se dire: «C'est des petits soldats qui vont faire ce qu'on leur demande». Et ça, je crois que ça a beaucoup, beaucoup changé. C'est pas du laxisme, c'est pas du tout du laxisme, c'est au contraire, le meilleur épanouissement de la société de demain. Oui, et du coup, c'est un vrai défi et du coup, ça ouvre des champs peut-être que la jeunesse n'avait jamais eu à ouvrir. Heu, on disait à des enfants d'être là, à cet endroit-là, et on ne se posait pas la question, j'imagine. Alors que quand on élève des êtres humains à se poser des questions, à se demander quelle place ils ont envie de prendre dans la vie, bah, c'est beaucoup plus complexe et peut-être beaucoup plus, enfin, source de beaucoup plus d'anxiété. Alors c'est complexe pour les jeunes et c'est complexe pour les parents et pour les accompagnants finalement. Mmh. Parce qu'après on risque de confondre, hem, leur épanouissement propre et leur donner des responsabilités quand c'est pas l'âge encore. Si on leur demande: «Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça?» bien à un moment donné, un enfant, il n'est pas en position de choisir, ou il n'est pas toujours en position de choisir, ou il n'est pas en position de choisir par rapport à l'âge qu'ont ses parents ou à ce qu'attendent les parents. Et il y a des moments, il a juste envie qu'on choisisse pour lui parce que c'est reposant. Il n'a pas forcément envie de rentrer dans des responsabilités, entre guillemets, hein, d'adulte. Et c'est bien aussi de se dire, ben voilà, moi je suis un enfant, j'ai envie qu'on décide pour moi. Alors c'est ça aussi l'ambiguïté, le paradoxe et le grand écart que font les parents, les enfants et tout le monde, qui sont de dire: «Beh, il faut que je le responsabilise, mais pas trop, pas trop tôt. Il a envie de faire ce qu'il veut, mais en même temps, il a envie qu'on décide pour lui». Et donc on a aussi ce paradoxe finalement qui est un défi effectivement dans, comment on élève nos enfants aujourd'hui. Oui, parce qu'avec à vous écouter, on se dit, c'est vrai que se sentir responsable de tout, quand on n'a pas la maturité, mais c'est énorme, voilà. Et si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à répondre à ces injonctions, finalement, de responsabilité, eh bien, j'imagine que en termes de regard de soi sur soi, on se doit se dire: «Bah, c'est que si je n'y arrive pas, c'est que je ne suis pas, un bon élève, un bon enfant, un bon frère ou une bonne sœur». Enfin voilà, il y a Oui, trop de oui, questions. tout à fait et on en voit beaucoup, enfin, en tout cas, moi, j'en vois beau je reçois beaucoup des jeunes, des lycéens, hein, qui sont plus âgés que des collégiens, enfin, des lycéens et qui vous disent: «Mais moi, j'ai pas du tout envie de devenir adulte parce que il va falloir prendre des responsabilités, il va falloir» c'est même pas le syndrome de Peter Pan, si vous voulez, c'est de dire: «En fait, depuis tout petit, on me demande de faire des choses qu'on n'aurait pas dû peut-être me demander et là, bah, c'est un peu, Waterloo, ce qui va devant moi, c'est pas drôle, ça va être une vie monne où il faut que je décide, où j'ai plus personne pour me reposer dessus, et on en a beaucoup aussi, justement, c'est aussi le contraste entre on les fait choisir et décider trop tôt et après ils sont, déjà un peu déprimés de ce qui les attend. En vous écoutant, je pense à ce qu'on dit souvent de nos enfants, de cette jeunesse d'aujourd'hui qui a perdu son insouciance, qui n'a pas l'insouciance des générations d'avant. Et effectivement, l'insouciance, c'est peut-être d'être mis à l'écart de toute cette responsabilité qu'on a quand on est adulte, mais la responsabilité vient avec la maturité. On les épargne de rien, finalement, nos enfants. Non, c'est tout à fait juste et je crois qu'au départ, c'est parti d'un bon sentiment qui était de dire: «On les rend autonomes, on leur donne des responsabilités, on les écoute». Mais entre écouter et être laxiste, finalement, c'est pas la même chose. D'écouter, vous demandez à votre enfant ce qu'il aime manger, vous allez pas lui servir des brocolis s'il aime pas ça, ça me semble naturel. Mais lui dire au moment du dîner: «Tu veux manger ça» ou «Qu'est-ce que tu veux manger?» c'est pas à lui de décider. Quand il est petit, je veux dire à 18 ans évidemment ou 17 ans, c'est une autre histoire, mais à 7 ans, c'est pas à lui de décider, c'est pas son rôle, c'est pas son rôle du tout et finalement, c'est ça aussi, c'est que de vouloir les responsabiliser, moi j'ai inventé un mot qui était le mégamorphisme, c'est de dire on considère nos enfants plus grands qu'ils ne sont, un peu comme l'anthropomorphisme, on projette sur la jante animale, les caractéristiques, humaines. Eh bien, mégamorphisme pour moi, c'était de dire on projette sur nos enfants des caractéristiques d'adultes qu'ils n'ont pas encore et souvent on leur dit ou je sais pas, moi je reçois des parents qui me disent: «Mon enfant de 5 ans ne sait pas gérer ses émotions» et là, à chaque fois, j'ai envie de leur dire: «Mais excusez-moi, moi déjà adulte, j'ai du mal, mais donc vous à 5 ans» enfin, c'est pas on a d'autres moyens que de réfléchir, d'aller chez le psy et même si je suis là pour ça, souvent,
mais que de dire: «Bah, voilà, il sait pas gérer sa colère, donc on va chez le psy». Mais non, on va lui donner un doudou, on va lui enfin, je sais pas quoi, on va lui faire un câlin, on n'a pas besoin de considérer que c'est un adulte miniature, finalement. Et c'est ça qui est très déstabilisant pour nos jeunes et je crois qu'il leur fait perdre beaucoup de leur, naïveté d'enfant, dans le bon sens du terme de naïveté. Ouais, tout à fait. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on sait des facteurs de ce burn-out, des adolescents, enfants, adolescents? Alors, c'est compliqué. C'est souvent quand je parle de burn-out, on me dit: «Oh bah, c'est la faute des parents» ou alors: «C'est la faute des enseignants». En gros, voilà, en gros, directement, on a ces 2 réponses-là. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est une conjonction de facteurs sociétaux. Donc on est dans une époque où on a beaucoup d'injonctions, de toutes parts. Donc déjà, les parents, on parlait de l'étude de l'UNESCO qui nous dit que 40 des enfants vont mal, mais on a une étude aussi qui nous dit que les adultes, à peu près, si je dis pas de bêtises, à 70 ont peur de finir SDF. Donc ça veut dire qu'à peu près tous, autant qu'on est, on a peur à un moment donné où on se dit: «Ça pourrait m'arriver. Mais si ça peut m'arriver, je veux surtout pas que ça arrive à mes enfants». Et donc pour le coup, ça leur crée une pression aux parents qu'ils retransmettent donc sur les enfants, de dire: «Il faut surtout pas que mes enfants risquent de devenir SDF, donc on va leur mettre une pression, notamment académique». En se disant que finalement, s'ils ont des bonnes études, ils risqueront pas d'aller, dans la donc ça déjà, c'est sociétal, j'ai envie de dire. On a ces injonctions qui nous disent: «On n'a plus le droit à l'erreur». Mais en même temps, c'est l'erreur qui nous fait grandir. Donc beaucoup d'injonctions paradoxales qui donnent une pression. Tout ça, c'est du non-dit. C'est du non-dit. Je veux dire, moi, quand je fais des conférences pour des parents dans des écoles, dans des lycées, dans des établissements scolaires, une des premières questions que je pose à l'assemblée, c'est: «Pourquoi voulez-vous, excusez-moi pour les enseignants, mais pourquoi voulez-vous que vos enfants aient toujours 18/20?» Et là, souvent, j'ai pas de réponse. Sachant quand même que, le minimum syndical à l'école, quand même, c'est 10/20. Alors c'est très négatif, 10/20, on est d'accord, mais 10/20, on passe dans la classe du dessus, on a son brevet, on a son bac. Alors c'est pas transcendant, on va pas se reposer sur un 10/20 parce qu'on est un peu à la limite et on peut passer à 9,90 et là c'est raté, mais le minimum syndical, j'ai envie de dire, c'est 10/20, c'est pas à 20. Alors effectivement, avec après Parcoursup et cetera, avec 10, on peut pas aller où on veut, on est un peu embêté. Mais je reçois tellement de jeunes qui me disent qu'ils vont rater leur brevet, qu'ils vont rater leur bac et quand je leur demande leur moyenne générale, ils ont 14, ils ont 15 et ils ne savent pas qu'avec ça, quand je leur dis: «Mais il faut combien pour avoir ton diplôme?» «Ah bah, il faut au moins 15, 16», ils savent pas. Donc ils n'ont pas et ça c'est je jette pas la pierre du tout aux enseignants ni à personne, hein. C'est juste tout un ensemble, mais pour dire aussi qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Pour eux, il faut avoir 18/20 et on ne sait même pas pourquoi. Alors que si on a, évidemment, c'est très bien d'avoir 18, mais qu'est-ce qui empêche d'avoir 14? Personnellement, vous avez une mention avec 14 et puis ça va très bien comme ça. On n'est pas, ça marche bien avec 14, pourquoi pas? Et donc c'est ça aussi, c'est donner c'est pas pour dire il y a une exigence de perfection, mais pour le coup, on tombe dans ce qu'on appelle l'anxiété de performance et finalement, ça ça crée de la rigidité. On est contre la flexibilité et la fluidité quand on est dans ce paradoxe-là, finalement, qui est de dire: «Bah, si j'ai 17, je suis nul». Et ça, on le voit tellement souvent. On le voit et là, les parents de la même façon, les enseignants, les jeunes qui se comparent les uns aux autres et donc on a cette pression qui vient de tout le monde et de personne en même temps, j'ai envie de dire, déjà, qui est une pression académique. Après, on a la peur de l'avenir, ça c'est bien évident, sachant que cependant aujourd'hui quand même, en tant que parent, on est resté sur ce que ça voulait dire faire des études, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la même histoire, c'est plus du tout la même affaire. On a la mondialisation, l'européanisation, où on peut aller faire ses études n'importe où, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. On peut faire des études sur internet, on a des formations diplômantes en ligne, on peut ne pas faire d'études et avoir des super métiers. Moi, il y a des exemples que j'aime beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Une jeune fille qui a fait une formation en lutherie et donc a repris un atelier de luthier. Une autre jeune fille qui a fait une formation en dentelière, de dentellerie, qui voulait être dentelière pour un grand couturier, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Et on a beaucoup ce qu'on appelait auparavant des petits métiers finalement,
et qui n'en sont pas. Et je pense que les études aujourd'hui, la manière de faire des études et ce qu'on peut en attendre n'est pas la même chose que ce que c'était auparavant. Aujourd'hui, faire bac plus 37, c'est pas forcément une garantie d'avoir un métier stable et pérenne. Je vois moi tellement de jeunes qui ont fait des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, qui sont en CDD, qui sont au chômage, qui trouvent pas. C'est plus une garantie finalement. Donc on a 1000 autres façons de faire et finalement, on a ce décalage, j'ai envie de dire, entre les attentes des parents et la réalité du monde d'aujourd'hui, par exemple aussi. Et puis on a, les comparaisons aux autres, on a internet, enfin là, on a tout un ensemble multifactoriel qui conduit à l'épuisement. Mmh. 4 facteurs, hein, que vous venez d'énoncer. Un facteur sociétal, un Oui. contexte de société, cette course à l'excellence qui est Ouais. implicite mais qui est partout présente, euh, l'avenir et donc les cursus qui sont différents Mmh. aujourd'hui de ce qu'on a pu vivre nous en tant que parents donc, et en tant que société finalement, c'est-à-dire Bon, que les modèles qui modèlent nos manières d'être à nos jeunes eh ben, sont peut-être un peu obsolètes, ou en tout cas ils sont en changement. Et puis ce fameux, cette fameuse comparaison aux autres et ce monde Instagrammable, comme je l'appelle, où ouais. on a l'impression que les autres ont toujours une vie bien meilleure que la nôtre et qui du coup génère beaucoup, beaucoup d'anxiété. Merci pour cette mise en contexte. Donc un mal-être a plusieurs facteurs Ouais. sur lesquels on peut agir en tant que professionnel de l'éducation, puisque là on parle dans le monde enseignant, on parle à des enseignants. Prévenir, soutenir, signaler, accompagner. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'enseignants, pour réfléchir. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir faire, heureusement quand même. Déjà, je pense que quand on a un enfant qui craque, quelque part, c'est une bonne chose. C'est un mal pour un bien, malheureusement, hein, mais quelque part, c'est un mal pour un bien parce que ça veut dire, tant qu'il reste au burn-out, on peut faire quelque chose. Si on ne fait rien, on risque de tomber dans la dépression. Donc le burn-out, finalement, ça va être le moment où l'enfant nous dit, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, et où on peut agir dessus pour résoudre la question et faire en sorte qu'il soit enfin en adéquation avec lui-même. Donc quelque part, il faut le prendre plus, même si c'est dévastateur pour la famille, pour le jeune lui-même, pour tout l'environnement, il faut le prendre comme ça, comme justement un moment où on nous dit, où le jeune nous dit, stop, j'ai besoin d'aide, et là on peut mettre en place des choses. Donc ça, c'est vraiment la première idée derrière le burn-out, c'est qu'il faut les écouter, c'est impératif pour éviter qu'ils ne passent dans une dépression, déjà. Donc ça je trouve que c'est très très important parce que c'est très positif aussi finalement. Donc les enseignants, si vous voulez, il y a une chose qu'on n'a pas dite dans le burn-out et qui est vraie chez les adultes pareil, c'est l'impression de ne pas être reconnu à sa valeur. Et donc c'est vrai que je reprends l'histoire des notes, même s'il n'y a pas que ça et qu'aujourd'hui on sort aussi du système de notation traditionnel, mais quand un jeune a 14 sur 20 et qu'on lui dit, bon, peut mieux faire, ça aurait été mieux si tu avais plus travaillé. Moi j'en ai vu qui avaient 14 de moyenne générale avec des avertissements travail, pas comportement. On peut avoir 15 de moyenne et un mauvais comportement, peu importe, mais avertissement de travail, qu'est-ce que ça envoie à nos jeunes? Ben ça envoie, j'ai quand même bossé, j'ai 14, c'est pas mauvais, avec ça comme j'ai une mention, mais on me dit t'es nul. Donc à un moment, c'est un peu déstabilisant quand même. Donc je comprends que ça part d'un bon sentiment, c'est parce que les enseignants vont dire ça à des jeunes dont ils savent qu'ils ont la capacité de faire plus. Un jeune dont ils savent qu'il est venu déjà de 10 ou je sais pas quoi, on va pas lui dire ça. Mais en même temps, ce jeune-là qui a fourni des efforts, ben, c'est très déstabilisant. Moi, je me souviens un jeune comme ça, il avait 14 de moyenne générale, un collégien, et puis il me dit, bon, on me dit, j'ai pas assez travaillé, donc j'ai travaillé plus. Au lieu de travailler une demi-heure, j'ai travaillé 2 heures, j'ai eu 14 et demi. Oui, ben ça vaut pas le coup, hein. Et donc, c'est pas faux non plus, on peut se dire, c'est pas faux non plus, il faut leur laisser le temps aussi d'être des jeunes, de faire autrement. Donc il y a déjà cette première idée qui est de dire, reconnaissez finalement, ou transmettez ce qui sont les attendus. Et encore une fois, le 10 sur 20, on a son diplôme.
Et donc, ne pas aller moi j'en ai vu, mais je ne sais combien qui arrivent stressés après le bac blanc en disant: «Mais j'aurai pas mon bac, mais tu as combien? J'ai 18. Ah oui, mais j'aurai rien, j'irai pas» voilà, faut aussi les rassurer parce ils sont dans cette anxiété et leur dire: «Non mais ça va, ce que tu as fait, c'est bien», hem et reconnaître finalement leur valeur. Parce que tous ne fonctionnent pas à coup de gestion par le stress finalement. Donc déjà, je crois il y a cet aspect-là Mmh. et puis Est-ce que je peut-être peux vous reconnaître interrompre à ce moment-là? bien sûr. Je voulais vous interrompre parce que, en fait, j'entends en filigrane, depuis tout à l'heure et je voudrais vérifier quelque chose auprès de vous. Est-ce que ces enfants qui sont sujets au burn-out sont des enfants qui investissent le scolaire de façon très, très importante? Est-ce qu'on a un profil, particulier de ces jeunes? Oui, ce sont des jeunes qui sont investis dans ce qu'ils font, qui s'intéressent, qui ont envie de réussir, qui ont envie de bien faire. C'est pas une quête de reconnaissance, c'est que pour eux, ils font quelque chose, ils essayent de le faire bien. Ils alors pas toujours, hein, évidemment, ça c'est comme ce sont des êtres humains comme tout le monde, hein, mais oui, globalement, ils ont envie de bien faire. C'est un peu ces profils-là, effectivement et ce sont des profils aussi qui, par moments, ne comprennent pas que comment dire ça? Ils n'ont pas cette notion. C'est un peu simpliste ce que je vais dire ou ça peut paraître tout à fait naïf de leur part. Ils n'ont pas forcément cette notion que tous les jeunes sont différents, qu'il y en a en difficulté, qu'il y en a dans la norme, dans la moyenne, dans le milieu et puis il y en a qui ont des facilités et ils n'ont pas cette idée, finalement, que l'enseignant, il est là pour tous, avec cette, extrême diversité et parfois, ils ne comprennent pas qu'on leur répète finalement, entre guillemets, «la même chose» 5 fois par cours ou que ça soit un peu lent pour certains ou pas assez enrichissant ou qu'ils puissent pas poser suffisamment de questions, qu'on n'aille pas assez loin, qu'on puisse pas assez décortiquer les concepts, que et voilà et si on leur explique simplement tout simplement, même pas simplement avec des mots simples, mais tout simplement que l'école, c'est pour tout le monde, et ça va tout de suite beaucoup mieux, par exemple. Et ils demandent pas d'avoir des cours particuliers. Moi, il y a un exemple que je prends toujours avec les enfants, c'est sur la mémoire. Et on sait, par exemple, que la mémorisation d'un enfant est très différente selon les profils. Donc en moyenne, un enfant a besoin, on dit 8 à 10 répétitions pour mémoriser un concept. Donc l'enfant qui aura des difficultés, ça va être 10 à 15. Celui qui aura des facilités, le premier de classe, ça va être 4 à 5. Celui qui a vraiment beaucoup de facilité, c'est 1 à 2. Et donc pour le coup, si on explique ça tout bêtement aux jeunes, en disant: «Mais ça va de 1 à 2 répétitions à 10 à 15». Et donc voilà pourquoi, parfois, l'enseignant te semble un peu lent ou un peu, rabâche un peu trop et cetera. Donc de leur expliciter finalement le contexte dans lequel ils vivent. Comme ça, leurs attentes sont pas démesurées. Et là, vous abordez, vous touchez quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie, hein. On était sur ce sujet de qu'est-ce qu'on peut faire et expliquer ça à nos élèves, c'est aussi installer des pratiques pédagogiques qui leur permettent aussi de créer leur propre carte d'apprentissage. Là où Exactement. l'enseignant vient répéter plusieurs fois pour faire classe au plus grand nombre, eh bien ceux et celles qui n'en ont pas besoin, qu'est-ce qu'on leur offre à côté pour qu'ils puissent se sentir nourris, reconnus? Exactement, exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, moi, c'est un concept que je trouve très efficace aussi en pédagogie, qu'on appelle la neurodiversité. Ça veut dire la variabilité des profils, neurologiques, si on veut, ou les chemins différents qu'on peut tous prendre pour arriver au même résultat. Et finalement, un enseignant, il le sait très bien, que les jeunes peuvent réussir à atteindre le résultat escompté par différents biais, finalement. Et d'avoir un regard sur sa classe en disant: «J'ai une diversité de profils. Tel élève, il a besoin de 5 répétitions, si je reprends ça, l'autre, il a besoin de 10». Ils les connaissent leurs élèves, les enseignants, ils vivent avec eux, donc ils les connaissent, hein. Moi, j'ai un grand respect pour les enseignants, je trouve que c'est un métier excessivement difficile et mais justement, ils connaissent toute leur, petite troupe finalement et ils savent bien comment ils fonctionnent, où ils peuvent le regarder et au lieu de plaquer un stéréotype sur un enfant qui ne va pas lui correspondre, simplement de les regarder. Souvent, on me dit: «Mais en fait, vous dites qu'il faut des cours particuliers pour chacun». Non, non, pas du tout. Je dis juste que de regarder, si un enfant atteint le résultat en regardant par la fenêtre, c'est que ça marche. Si le résultat, il est là, c'est que ça marche.
S'il regarde par la fenêtre et il s'est perdu en route, il a pas le résultat, effectivement, là, ça marche pas et donc on va lui demander de faire autrement. Mais s'il regarde par la fenêtre, il donne l'impression de pas écouter, mais qu'il écoute et qu'il donne la solution, mais il y a pas de problème, a priori. Après, c'est une question d'ego, j'ai envie de dire. Mais je veux dire, moi, et à ce moment-là, si on regarde différemment, on peut, comme vous venez de le dire, proposer des solutions, différentes aux jeunes. Mmh. Mais ce que vous dites est important, hein, c'est que je m'imaginais dans ma classe et j'imaginais un enfant qui, lui aussi connaît son fonctionnement et il s'aperçoit que ça fait 3 fois qu'il entend la même chose, qu'il a compris que c'était pour ses camarades qui en avaient besoin, mais lui s'ennuie de voir un élève regarder par la fenêtre, dessiner sur le coin de son cahier, sortir un bouquin. Il faut pouvoir l'accepter. On est d'accord? Et je pense qu'on ne peut l'accepter que si on sait que cet enfant-là ne cherche pas à être insolent, impertinent, à mettre le bazar, mais que pour lui, finalement, c'est ce qui va lui permettre, au contraire, de mieux interagir dans la classe. Je vais vous dire un truc, ce que je dis à mes lycéens aujourd'hui. Au collège, on ne peut pas faire ça, mais les lycéens. Alors les enseignants, évidemment, vont peut-être pas être contents. Quand je dis ça, les parents sautent au plafond. Les jeunes me regardent un peu de travers. Mais je leur dis, pour occuper ton temps, ben, tu mets un AirPod, un seul dans l'oreille, tu mets ton téléphone. Et alors au début, ils me disent, non, mais je ferai jamais ça. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils me disent, mais j'arrive beaucoup mieux à me concentrer. Et oui. Parce que j'écoute l'enseignant, je prends mes notes, et les moments où j'ai pas besoin d'écouter, eh ben, au lieu de m'embêter, de faire du bruit, de je sais pas quoi, de gribouiller sur mes mains, parce que moi je les vois arriver, ils ont dessiné sur leurs avant-bras de haut en bas, ben, ils sont là, ils sont dedans, ils sont dedans. Et c'est un peu paradoxal, mais ça les rend beaucoup plus efficaces, quelque part. Alors j'entends bien, pour un enseignant, c'est pas évident de dire, bah, toi tu vas mettre un AirPod et pas toi. Donc pour l'instant, moi je fais ça en sous-marin évidemment, mais on demande pas l'accord des enseignants. Mais non, non, mais vous disiez quelque chose d'important, c'est que chacun trouve sa manière et sa méthode pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que Exactement, exactement. si un élève met son AirPod et que l'enseignant lui dit: «Bah, OK, tu as ton AirPod, j'ai bien compris que tu voulais ne pas t'ennuyer à certains moments, mais désolé, là, le résultat, tu vois bien que tu n'as pas été attentif et ça ne fonctionne pas, donc il faut trouver une autre Exactement, manière de faire». exactement, exactement, Mmh, c'est ça. L'idée, c'est pas d'écouter la musique ou regarder sa série pendant le cours parce que j'ai pas envie d'être au lycée. C'est pour me permettre de exactement, mieux écouter mon tout enseignant. à fait. C'est pas du tout pareil. Je pense là, j'accompagne un jeune en terminale, eh bien lui, il écoute sa musique et c'est un accord lui avec son enseignant parce qu'il est enfin, c'est compliqué, il est déscolarisé et cetera et en philo, il écoute sa musique pour chercher des références qu'il pourra Ouais. utiliser dans ses réflexions philosophiques. Et donc pour le coup, il met des références de rappeurs, de musiciens, de pas que évidemment, pas que et ça fonctionne et ça, c'est un accord avec son enseignant. Mmh. Alors, on revient au sujet de la question dans laquelle on est, hein, sur les leviers qu'on a en tant qu'enseignant dans sa classe. On a parlé de la neurodiversité, du côté pédagogique. Est-ce qu'on a d'autres leviers sur lesquels agir et à actionner? Alors je pense que le 1er levier, c'est le repérage. C'est peut-être ça la clé. Comme je disais tout à l'heure, quand on est dans un burn-out, on peut faire quelque chose. Quand on est de l'autre côté, on peut toujours, mais c'est beaucoup plus long et compliqué. Donc je pense qu'il faut encore une fois, ouvrir les yeux, travailler en équipe avec les surveillants, avec les enseignants, avec les parents, enfin, toute l'équipe pédagogique et se dire: «Bah, si je vois un enfant qui est un peu» parce qu'on n'a pas dit ça, les signes du burn-out, c'est quoi? C'est de la fatigue nerveuse. Donc vous avez des enfants qui sont épuisés au retour de vacances, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Il y a un truc. Qui sont irritables, qui se mettent à pleurer pour un rien, qui sont ronchons, qui vous disent 2 plus 2, ils savent même plus combien ça fait, qui ont perdu leur cerveau, là, on se pose la question. Là, on se pose la question directement. Il faut les écouter, faut les écouter. Moi, j'en ai vu, ils revenaient de vacances, ils me disent: «Là, si j'y retourne, ça va me détruire». Donc on a des parents qui disent: «Bah, c'est pas grave, un coup de pied dans les fesses et hop, tu y vas». Mais non, il faut les écouter parce que c'est déjà super difficile pour eux de le dire et c'est très courageux et même c'est une comment dire? C'est une grande conscience d'eux-mêmes quand ils sont capables de dire ça. On n'est pas tous capables de dire à un moment donné: «Là, je suis au bout». Et donc faut les écouter et il faut regarder, ils sont fatigués. Vous voyez un enfant,
Alors, poser les questions, hein: «Est-ce que tu as dormi? Est-ce que je sais pas quoi? Est-ce que tu as fait 12 heures de voiture et tu reviens de vacances et tu es épuisé parce que tu as pas dormi?» Mais si c'est pas ça, on peut se demander pourquoi ils sont fatigués sans raison, j'ai envie de dire. Pourquoi là où vous aviez un enfant qui savait donner les réponses, là, il comprend plus rien, qui n'arrive pas à travailler, qui n'arrive plus à dormir, qui voilà. Ça sont un peu les manifestations et je pense que les enseignants qui passent du temps avec les jeunes, ils peuvent le voir ça. Ils voient les changements de comportement, pardon, aussi de leurs jeunes. Donc je pense que c'est ça, le premier signe, c'est peut-être déjà d'être vigilant et de voir les signes d'alerte. Donc, un levier pédagogique, un levier de repérage de ces signes qui nous montrent un changement de Oui, comportement chez oui, nos élèves qui, a priori, dans ce que vous nous disiez, sont plutôt des élèves, ceux qui seraient touchés par le burn-out, des enfants qui sont des jeunes qui sont investis, oui, qui répondent finalement à la pression dont on parlait en tout début. Donc, repérer ces changements et ces signes et ces mots tout et à fait. comportements qui sont mis sur j'en peux plus, j'y arrive plus. Donc, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels on peut agir? Bien disons, une fois qu'on a un enfant qui a craqué, qu'on a repéré qu'il était un peu en souffrance, c'est là où, ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir enfin le mettre en phase avec lui-même. S'il en est arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas su faire, qu'il n'a pas compris, qu'on ne lui a pas expliqué, qu'il n'est pas d'aplomb. Et donc pour le coup, on peut rééquilibrer tout ça. Donc on peut d'un point de vue pédagogique, lui donner un tuteur, d'avoir un enseignant référent qui va peut-être lui expliquer, ce que j'ai tout à l'heure, les attentes du système scolaire, le comment du pourquoi, de dire: Qu'est-ce que toi tu aurais envie de faire? Quel est» de l'aider aussi à découvrir son propre fonctionnement. Moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est dans les manuels scolaires, vous avez toujours maintenant: «Regarde, est-ce que toi tu es plus auditif? Est-ce que tu es plus, je sais pas quoi, visuel? Est-ce que tu peux faire des cartes mentales? Est-ce que tu peux, enregistrer ton cours? Est-ce que tu peux le dessiner? Est-ce que» voilà, on a ces outils dans les manuels scolaires qui essayent d'aider les jeunes à définir un peu leur profil type et leurs caractéristiques et donc on peut peut-être les aider avec un tuteur, à les aider à trouver finalement où sont leurs forces, où sont mais pour ça, il faut aussi un peu sortir du cadre en disant: «Jusqu'ici, tu as essayé d'être l'élève scolaire, traditionnel. Alors peut-être qu'il faut continuer dans cette voie-là, en disant que les attentes, c'est pas 19/20, mais c'est, 15, ça suffit très bien et avec ça, tu iras dans Parcoursup où tu veux». Peut-être c'est déjà ça, de remettre ça en perspective et c'est peut-être aussi de l'aider à trouver son mode de fonctionnement. Parce que finalement, le collège, il est là pour ça, j'ai envie de dire. Et au lycée, a priori, on sait son fonctionnement et on peut l'assumer. J'avais un exemple comme ça d'un jeune, moi je trouvais merveilleux, qui était très visuel et qui prenait ses cours de maths au lycée avec des feutres pinceaux et qui en faisait des peintures, en somme, des cours de maths. Et donc lui, il avait compris que tout le collège, il avait exploré ça et qu'il était plutôt visuel, les cartes mentales, les machins et cetera et au lycée, il arrivait à justement mettre son propre fonctionnement en action. À ce stade-là, j'ai envie de vous poser une question. C'est, on entend que la phase de craquage, voilà, le burn-out, Ouais. ce signe très bruyant qui vient dire stop, là, il faut s'arrêter, nous permet, à nous adultes qui accompagnent ces jeunes, de dire ok, là, j'ai quelque chose à entendre, je Ouais. dois accompagner ce jeune à se mettre ou se remettre en phase avec lui-même ou avec elle-même. Mais j'ai une question, c'est que en tant qu'adulte, enseignant, parents, on a un gros travail à faire là-dessus. Si la phase de mon élève ou de mon enfant est d'être un élève scolaire moyen, et je le mets entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, Voilà. il a pas envie d'exceller, mais que moi, en tant qu'enseignant ou en tant que parent, j'ai une attente qui est en décalage, c'est bien ça le C'est souci, ça. non? C'est un des soucis, effectivement. C'est un des soucis. Je vais vous dire, je reçois aussi souvent des jeunes à haut potentiel. C'est pas d'eux dont on parle aujourd'hui, mais pour vous dire. Et les parents me disent, «Beh, il est au potentiel et pourtant il a 12, il a 14. Donc c'est pas normal, faudrait qu'il ait 20». Et je réponds systématiquement,
Est-ce que s'il faisait 2 mètres de haut, vous voudriez qu'il soit champion olympique au basket aux Jeux olympiques? Et là, on me regarde avec des yeux un peu: «Non, mais c'est pas pareil». Mais oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil parce que des jeunes qui soient, au potentiel, pas au potentiel, peu importe leur profil finalement, ils ont le droit, et c'est plus qu'un droit, c'est normal qu'ils aient envie d'être ce qu'ils veulent. Ils ont peut-être envie d'être boulangers, ils ont envie d'être plombiers, ils ont envie d'être ingénieurs, d'être astronautes, d'être ce que vous voulez, d'être artistes, d'être n'importe quoi. Et ben, c'est leur droit, finalement, le plus strict en tant qu'être humain. Et nous, parents, nous, adultes qui les accompagnons, il faut savoir les écouter. Ce qui là aussi est très compliqué parce que comment on voit entre une lubie, entre j'ai pas envie de faire mes devoirs parce que quand même, on a le droit de pas avoir envie de faire ses devoirs, on est nombreux et nombreuses à pas avoir toujours envie de voilà, bon, heu, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais c'est pas pour autant que, je vais être déscolarisée, c'est pas pour autant que donc voilà, il faut jongler entre, j'ai pas envie de faire mes devoirs parce que j'ai envie de jouer ou vraiment je sais pas du tout ce que je veux faire et je veux être plutôt manuel, même si j'ai un cerveau qui marche bien, même si n'importe quoi. Et non, on a effectivement cette question et ça reboucle sur ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la réussite socio-économique, professionnel, d'épanouissement personnel ou de ce que vous voulez, ne passe plus uniquement par bac+37. Mmh. Mais vous touchez du doigt quelque chose, d'important que je nommerais, une certaine dissonance, c'est-à-dire qu'on élève nos enfants en leur disant: «Dis-moi qui tu es», heu, les pousser à s'exprimer, à parler en jeu, à dire qui ils sont et à un moment, quand ils sont adolescents et qu'ils nous montrent autre chose que ce qu'on avait imaginé, et ben là, on n'est plus d'accord. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, j'ai malheureusement beaucoup de jeunes, des lycéens toujours avec l'orientation, en ligne de mire, qui sont en porte-à-faux avec leurs parents, qui ont Et décrété oui. qu'ils seraient avocats, qu'ils seraient ingénieurs, qu'ils seraient ce que vous voulez, quand le jeune, il veut être styliste, il veut être acteur, il veut être, youtubeur, il veut être ce que vous voulez, mais certainement pas avocat. Ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Et donc là, effectivement, c'est un combat avec les parents, entre les parents et les jeunes. Mais ce qu'il faut bien percevoir, c'est qu'à un moment donné, tous ces jeunes-là, ils vont s'emmancher dans une filière, ils vont faire philo, ils vont faire droit, ils vont faire ce que vous voulez, ils vont faire école d'infirmière, ils vont faire n'importe quoi. Et puis en gros, au mois de novembre, ils s'arrêtent. Et c'est pour ça qu'on a Et de oui. plus en plus de formations post-bac qui commencent en janvier pour tous ces jeunes Ah qui sont oui, partis dans une mauvaise voie. OK. On a de plus en plus de formations maintenant en janvier. Ah Donc oui, oui, c'est d'accord. un challenge pour les parents. Entendons-nous, hein, quand on a des parents qui vous disent, «Mon fils ou ma fille sera avocat» et le jeune qui dit: «Non, moi je serai youtubeur», les parents évidemment, faut respirer un grand coup avant de dire, Ah bah oui. «D'accord, on y va». Oui, oui, tout à fait. Ouais, Et ouais, c'est pas tout à fait. c'est pas Oui, juste oui. évident, hein, on est d'accord. Mais non, mais du coup, on revient à la question sur laquelle on est, hein, c'est quel levier on a. Le jeune nous donne à entendre, à voir quelque chose de façon bruyante par ce burn-out, Oui, le fait de dire stop. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, remettre en phase l'enfant, et aussi, nous, en tant qu'adultes, en tant que compagnons, ben, réinterroger sa place, c'est le fait, est-ce qu'on est bien en phase avec ce que l'enfant a envie de faire de sa vie? exactement. Et ça veut dire aussi lui construire un projet, lui donner vous parliez tout à l'heure, de ça, lui réouvrir la porte des rêves et d'imaginer que son avenir il est pas bouché. Je veux dire, je trouve ça tétanisant quand je reçois des jeunes qui me disent: «Eh bien, le métier que je vais faire, de toute façon, je vais me casser les pieds toute ma vie parce que c'est ça un travail, c'est casse-pied». Je dis: «Mais non, ils ont 15 ans, on peut pas penser ça, que leur vie, les 100 prochaines années, ils vont s'embêter tous les jours. C'est pas vrai». Et alors c'est vrai que les modèles qu'ils ont sous le nez, c'est soit les youtubeurs ou les influenceurs, ce que vous voulez, qui ont leur âge, hein, enfin qui ont, 5 ans, 10 ans de plus, ils sont pas vieux, mais ça leur semble tellement impossible à atteindre, qu'ils s'imaginent même pas pouvoir faire ça. Ou alors, donc ils ont ce modèle-là qui est inatteignable, qui est super drôle, on s'amuse tout le temps, mais c'est pas possible. Ou le modèle: «Je vais me casser les pieds toute ma vie». Et il faut en sortir, il faut leur construire un projet qui non, il y a rien entre les 2. Des jeunes qui vous disent, je pense à un jeune, il voulait être styliste de mode et il me dit: «Je pourrais pas être ça parce que ça m'amuse» et un métier, ça peut pas être amusant. Vous vous dites: «Non mais non, non mais non, on peut pas dire ça».
Et tous, ils en sont là finalement quand ils craquent, c'est se dire: «Mais devant, j'ai rien». Il y a rien de et c'est tétanisant pour un jeune aussi de se dire que 90 ans à passer en se cassant les pieds. Donc il y a ça aussi, c'est leur construire un projet qui leur ressemble finalement, en se disant: «Ah bah, s'il veut être styliste et il peut essayer, enfin, c'est quoi le risque? Il reprendra des études après, s'il y a besoin», ou on a plein de chemins de traverse aujourd'hui finalement. Mais il faut les écouter et voir avec eux. Alors effectivement, entre c'est une lubie et c'est ce qu'il fera toute sa vie, c'est pas pareil et c'est difficile de trancher entre les 2. Tout à fait et c'est là où j'avais envie de vous emmener, c'est que ça nous emmène nous en tant qu'adultes, bah, sur, nos propres peurs pour l'avenir, de nos Oui, jeunes. c'est Voilà, vrai. on est inquiet, on se dit: «OK, mais qu'est-ce qu'il va faire Mais ou qu'est-ce qu'elle oui, va on faire est avec inquiet, ça?» on a peur, mais globalement, je crois qu'on peut leur faire confiance à nos jeunes. Enfin, moi j'ai tout enfin, déjà moi je les écoute, donc je leur fais confiance. Quand ils me parlent, ils pourraient me raconter n'importe quoi, mais je les crois, parce que sinon ça va pas. Mais au-delà de ça, on peut leur faire confiance. D'abord, ils savent qui ils sont, ils connaissent le monde dans lequel ils sont, ils ont plutôt les pieds sur terre et donc ils retomberont sur leurs pattes et puis de toute façon, les parents, les adultes, les équipes enseignantes, on sera toujours là. Tout le monde sera toujours là pour eux. Ils sont pas tout seuls. Et je crois que c'est ça qu'il faut leur construire aussi, c'est leur montrer qu'ils ont du soutien, qu'ils ont des référents autour d'eux, des gens qu'ils peuvent interroger, côtoyer, pour voir que ça marche, ou ça peut marcher et ils retomberont sur leurs pattes d'une façon ou d'une autre. Il s'agit pas de dire: «Les Oui, c'est métiers de ça demain n'existent pas», mmh. mais il s'agit de dire: «Tu as les clés de ton avenir parce que toi, tu es jeune, tu es dans ce monde-là de cette époque-là. Nous, on l'est un petit peu moins, même si on y est quand même, hein, mais donc faisons-leur confiance quand même» et je crois que c'est ça la clé aussi, c'est de leur faire confiance, de les écouter sans être laxiste, hein, c'est pas du tout ça, mais qu'ils voient qu'on a foi en eux aussi. Alors c'est vrai que cette question de la vision de la société et du monde du travail est totalement différente. Quand on est parent, eh bien on a 20, 30 ans, d'écart et on est encore de la génération, en tout cas je me mets dans cette génération, on est encore de la génération où on nous a dit de choisir un métier pour toute notre vie et C'est tout vrai. changement dans un parcours professionnel était plutôt envisagé et catalogué dans, l'instabilité. Oui, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, finalement, ils auront 10 métiers, ils auront 10 vies. Moi, je me souviens une pub télévisée de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, qui disait: «Avant, vous aviez un métier» et c'était déjà il y a 5, 10 ans. Aujourd'hui, vous en aurez 10. Et donc c'est vrai, on a aussi cette flexibilité, cette évolution, ce flux un peu qui nous emmène et on ne sait pas où ça nous emmène. Mais je crois qu'on a tous cette capacité supérieure à toutes les autres, j'ai envie de dire, qui est celle de retomber sur nos pattes. Ce qui veut dire que ça se décline après, ça veut dire on sait qu'on sait faire ça, on a des capacités, on a des ça, on a des ci et au bout du compte, quand on met tout ça bout à bout et ben, on trouve des solutions, on y arrive, on s'écoute, on va chercher les leviers, et on repart, on repart et je crois que c'est ça qu'il faut leur transmettre finalement. Oui, oui et j'entends depuis le début, finalement, il y a beaucoup de questionnements à avoir, en termes de société, à titre individuel, chez les adultes qui accompagnent, nos jeunes, Oui, pour oui, essayer, d'enrayer cette épidémie, de burn-out et ou en tout cas, comme vous le disiez, la prendre comme un signe qu'il y a quelque chose à faire puisque exactement, ce signe exactement. bruyant est est quelque chose qu'on peut accompagner. Donc justement, un enfant craque, un jeune craque, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors concrètement, on l'arrête. On l'arrête tout de suite, on l'arrête, il s'est cassé la jambe, on l'arrête, on se pose même pas la question. Donc concrètement, on l'arrête pour qu'il aille souffler. Heu, Si on fait le pendant avec le burn-out professionnel, c'est un épuisement nerveux. Quand on est épuisé, c'est même pas la peine de continuer, on n'y arrive pas et sinon on va craquer, on tire sur la ficelle, c'est pas la peine, ça craque, donc on s'arrête et c'est pas grave, on repartira, ils repartiront. Alors évidemment, c'est clair dès le début, on t'arrête parce que là tu es épuisé, tu as une gastro, tu as le covid, tu as n'importe quoi, tu repars après. C'est pas de dire: «Tu t'arrêtes et puis on verra bien». Ça déjà, ça change tout. C'est la règle du jeu, c'est moi j'en vois des jeunes, on leur dit: «Non, non, tu t'arrêtes, tu y retourneras jamais de ta vie». Mais oui, j'en ai, ils sont déscolarisés depuis 5 ans. Ils retourneront jamais. Qu'est-ce qu'ils feront une fois le bac en poche si jamais ils y arrivent? On sait pas.
Donc c'est pas du tout ça. C'est dire on s'arrête parce que j'ai une jambe cassée. Il faut que je me repose. Je peux pas faire autrement. Il faut voilà mettre un peu d'air là-dedans. Il faut s'arrêter. Et la première chose qu'ils font en général, c'est ils dorment. Quand on est épuisé, on dort. Donc déjà, on les arrête, ils vont chez leur grand-mère, ils vont manger des gâteaux, ils vont faire du vélo, ils vont se mettre autour du feu de cheminée, ils font ce qu'ils veulent, selon l'époque, mais ils s'arrêtent et surtout quand ils s'arrêtent, il y a pas de devoirs, il y a pas de questions scolaires. Donc je dis pas que tout est lié à l'école, hein, c'est pas ça du tout, mais à un moment donné, pour un jeune, l'école, c'est toute leur vie. Nous, en tant qu'adultes, on a différents compartiments, pardon. On a les amis, le travail, les loisirs. Eh bien, les jeunes, tout est dans l'école. Donc, si ça craque d'un côté, il y a tout qui craque. Donc, c'est pas du tout parce que c'est une phobie scolaire ou parce qu'ils supportent pas l'école ou parce que c'est la faute des enseignants. C'est juste parce que c'est le seul endroit qu'ils aient pour vivre, finalement. Et ça regroupe tout. Donc, on les arrête pour qu'ils puissent se reposer. Ils sont en convalescence. C'est tout. Donc plus de questions d'école à ce moment-là. Et c'est pas grave qu'ils s'arrêtent 15 jours, 3 semaines, un mois, 6 mois, ils repartiront. Encore une fois, ils ont cette capacité à repartir. Donc ça, c'est la première idée. C'est vraiment on les arrête. Et la première question des parents, mais comment on va faire après? Ben déjà, on va se reposer. Ils sont convalescents. Ils ont cassé leurs deux jambes. Et ben petit à petit, ils vont en rééducation et on repart. Mais là, on leur demande pas de courir le marathon avec les deux jambes cassées. Donc c'est la même histoire. Alors déjà, mais on se reconstruit, j'ai envie de vous dire, on se reconstruit tout simplement en prenant son temps. Donc déjà, c'est de se dire, quand on les arrête, ils savent qu'ils ont été écoutés. Ça, c'est déjà fondamental. Ils savent qu'ils retourneront quand ils seront prêts. Alors si on les arrête, je sais pas, en mars, évidemment, en 10 septembre prochain, tu y retournes, hein, il n'y a pas de question. Si on est en mois d'octobre, on essaye de dire janvier. Voilà. Mais on met une échéance. Mais ils savent qu'ils repartiront quand ils sont prêts, et ils seront prêts à un moment donné. Et on les laisse faire leur petite vie d'enfants, de jeunes, de dormir, de jouer avec le chat, de faire les jeux vidéo, de regarder les animés, de faire... Pourquoi tout ça? Parce que ça, pendant ce temps-là, ils pensent pas. Ça descend. Et tous autant qu'on est, quand on a des soucis, bah, si on regarde une petite série tranquille, ça nous met une petite bulle de sécurité et on est tranquille, on est non. Voilà, il faut cocooner. Et petit à petit, ils vont repartir. Ils n'ont pas vocation à rester chez eux sans voir leurs copains, sans être à l'école, sans tout ça. Et, et après, on travaille avec l'équipe pédagogique en disant, ben, on prépare le retour finalement. Et donc le retour, les enseignants, l'équipe pédagogique, ils sont toujours bienveillants. Dans moi, ce que j'ai pu voir dans mon expérience, ils sont toujours bienveillants et ils sont toujours prêts à proposer des aménagements. Donc on peut proposer des aménagements en termes d'horaire, qu'ils viennent que l'après-midi s'il a besoin de dormir, qu'ils viennent que le matin s'il est réveillé de bonne heure, qu'il aille que à tel ou tel cours parce que l'enseignant, excusez-moi les enseignants, mais ça passe moins bien avec un qu'avec un autre. C'est pas grave, on fait un truc un peu à la carte. Le tout, c'est de repartir en mettant, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être un tuteur, peut-être d'avoir, de réfléchir sur comment on peut faire autrement. J'avais un jeune, mais comme ça, il supportait pas les contrôles parce qu'il y avait trop de bruit pour lui en classe quand il est revenu. Et il allait faire les contrôles au CDI, par exemple. Il faisait ses évaluations dans le même temps que les autres, mais ailleurs. Ça, c'est pas compliqué. Et il va pas tricher, et voilà. Donc, et on réfléchit à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place ensemble pour le faire revenir dans de bonnes conditions. Donc, évidemment, quand on les arrête comme ça, il n'est pas question de redoubler, hein. On les fait passer, voilà. On les fait passer et on aménage au fur et à mesure, finalement. On envisage les choses au fil de l'eau, quelque part. Qu'est-ce que vous savez justement des reconstructions de ces adolescents qui sont passés par cette phase et qui ont eu, pour certains, la chance d'être entendus là où ils étaient, d'autres peut-être pas? Oui. Alors, ceux qui ont été entendus, c'est une renaissance derrière. Ça veut dire que effectivement, ils sont plus en phase avec eux-mêmes. C'est un mot que j'utilise souvent, mais pour moi, mon métier de psychologue, c'est d'accompagner qui que ce soit d'ailleurs à être en phase avec soi-même. Et donc, une fois qu'ils ont craqué,
ils savent qu'ils vont être écoutés, ils savent qu'ils vont pouvoir faire ce qui leur plaît, ils savent c'est pas forcément très tranquille, hein, parce que c'est une responsabilité aussi de se dire: «Finalement, si je rate, c'est ma responsabilité». Mais globalement, ils sont plutôt, épanouis. Ils ont craqué et puis après ça va bien. Ils ont trouvé, des projets, ils ont trouvé, voilà, ils savent, que ça va aller. Ceux qu'on n'a pas écoutés, bah, ceux qu'on n'a pas écoutés, ça malheureusement, ça s'améliore pas. Malheureusement, ça s'améliore pas. Ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide, ça peut aller, jusqu'à de la dépression, ça passe en général par la dépression et c'est-à-dire mieux moi j'ai envie de dire mieux vaut craquer, à 15 ans, à 10 ans que, à 30 ou voilà. Parce qu'au moins après ils sont lancés, ils savent qui ils sont, ils savent comment ils font. Ceux qu'on n'écoute pas et beh, ils vont rester à galérer, excusez-moi de ce terme, mais pendant des années jusqu'à ce qu'ils puissent dire, à leurs parents ou à leur environnement: «Bah, maintenant c'est moi qui décide». C'est oui, c'est malheureux, mais on en a effectivement. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on dit depuis le début, c'est que le burn-out, c'est vraiment quelque chose de paroxystique, enfin, c'est une crise et Oui, que si elle n'est pas écoutée et prise en compte pour, se remettre en phase avec soi-même, eh bien, ça devient quelque chose de chronique et donc oui, d'où la dépression et d'où quelque oui, chose qui est oui, à long terme finalement mortifère pour la c'est ça. personne et pour la C'est ça, personnalité de c'est la ça, personne. c'est ça. C'est ça, faut pas se voiler la face, hein, c'est pas juste un phénomène de société. On parle de santé mentale des jeunes aujourd'hui et c'est une réalité qu'ils vont pas bien, pour tout un tas de raisons. C'est une réalité qu'ils font des tentatives de suicide. C'est une réalité que quand ils vont pas bien, mais comme tout un chacun, ça peut dégénérer, ça peut dégénérer et une fois que c'est et une fois qu'on en est là, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus Oui. difficile pour remonter. Donc, gardons cette idée en tête que cette question du burn-out et professionnel et de nos adolescents est quelque chose à entendre pour venir réinterroger notre rapport au monde, notre rapport aux injonctions qu'on donne à nos jeunes, mais que c'est une crise qui révèle des potentialités pour se reconstruire. Donc, essayons de mettre du positif. Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir Merci à vous, accompagnés avec grand sur ces plaisir, sujets. avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres visant le bien-être mental, notamment le burn-out des enfants. Et je souhaitais citer le dernier, Manga Psycho, que j'ai hâte de lire et qui offre aux jeunes des figures inspirantes que sont les personnages de manga d'animé. Voilà, pour traverser Tout à les fait. épreuves de la vie et puis retrouver un peu du pouvoir d'agir finalement. C'est ça qui nous donne et qui nous met en vie. Bon. Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Oui, Manga Psycho, c'est ça, c'est de tirer parti de qui sont nos jeunes d'aujourd'hui, quelles sont leurs références pour leur donner un peu des clés pour aller bien. Merci beaucoup. Merci à vous.